nous enregistrons cette émission, qui est diffusée à plusieurs reprises, est un moment délicieux. Je rencontre des esprits éclairés, des gens intelligents, pétris d'humour, excessivement taquins, qui me chambrent, je dois l'avouer, mais c'est devenu une délectation. Bonjour Daniel. Bonjour Gérard, mais tu n'es pas un reste non plus en matière de taquinerie. Et si tu le permets, je voudrais faire un petit coucou à Nadia, oui, qui nous manque, mais parce que le Ciné-Festi Martinique commence ce week-end, aujourd'hui vendredi, jusqu'à dimanche. Et habituellement, c'est Nadia qui couvre cette manifestation, mais il y a beaucoup de productions, de courts-métrages, de longs-métrages, que ce soit à Tropique Atrium ou à Madiana. Donc, un petit coucou à Nadia. Et ta semaine culturelle et intellectuelle? Intellectuelle parce que je lis. J'ai lu beaucoup. Je suis en train de lire Delphine Orviller. J'ai lu aussi, je suis en train de lire le dernier Emeline Prophète. Et donc. Très bien. Comme Serge, comme mon ami Serge, qui est lui aussi un grand intellectuel, qui est conférencier, non, qui est présentateur, grand présentateur devant l'Éternel maintenant, de partis politiques les plus importants de la Martinique. Bonjour, merci Gérard. Merci. Et qui présente des sommités, du moment. Non, j'ai juste animé 2 tables rondes, des gens animés, d'autres sur des thématiques qui intéressent les Martiniquais. La première, c'était sur l'emploi. La deuxième, c'était sur l'énergie, dans la perspective d'un congrès des députés européens en Martinique au mois de mai 2023 pour leur présenter des propositions de Martiniquais de la base, c'est tout. Il y en aura une sur l'éducation? Ah oui, non, il y a 3 concepts, c'est l'emploi, l'environnement et l'éducation. C'est les 3 piliers de nos tables rondes. Ce dont je suis absolument certain, c'est que ces sujets qui sont relativement sérieux, je ne dirais pas tristes parce que c'est la vie, ils sont certainement pimentés par ta présentation, par des traits d'humour, par tes scénarios, par ta façon de faire. Eddie, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de boulot. Et j'ai terminé. Si tu veux bien le savoir. Je veux savoir. La Martinique veut savoir ce que voilà, j'ai terminé le prochain historial qui est consacré à l'esclavage et dans lequel il y aura un article de ce petit jeune. Et je voulais vous montrer la première de couverture. Avec plaisir. Juste pour mettre un peu d'ambiance. Avec plaisir. La voilà. Oh, c'est plein de poétique, plein de poésie. Voilà. Et en fait, alors je vous le dis parce que j'ai été choqué par la montée du révisionnisme sur l'esclavage, du style, finalement, c'était pas si dur que ça. Et puis on le finit, et puis ça. Et j'ai consacré un numéro entier de 1400, je ne sais plus combien, à 1938. Mais je me suis consacré à l'esclavage dans nos régions, uniquement dans nos régions. Il y aurait à dire, hein, mais rien que dans nos régions, c'est croustillant. Et quand ce numéro sortira, tu viendras le présenter, et nous allons nous aussi donc parler de cette problématique de l'esclavage pour effectivement, entre autres choses, comprendre qu'on doit s'en imbiber, qu'on doit s'alimenter de ça, mais pas en faire naturellement un oripeau qu'on n'arrête pas de... Non, mais il faut qu'on lutte. Il faut qu'on lutte contre le révisionnisme. Contre l'oubli. Voilà, qui est une espèce de truc qui nous ronge et qui n'est pas bon. Monsieur Boutan. Toujours beaucoup de plaisir de retrouver les téléspectateurs et de vous retrouver. Très succinctement, 3 sujets qui m'ont interpellé. Déjà, le problème en Iran. La révolution, manifestement, des femmes. C'est très important parce que je ne vais pas donner un point de vue sur les pratiques traditionnelles de l'Iran, mais très souvent on prend la tradition pour justifier, si vous voulez, des situations d'oppression. J'ai un peu le sentiment. Bon, premier sujet. Deuxième sujet, bien évidemment, j'ai été frappé par la Biélorussie et Loukachenko et les troupes qu'il met à la disposition de Poutine. C'est vraiment, quand on découvre ça dans les médias, c'est surprenant. Et puis troisième élément, tout près de chez nous, le Venezuela, qui a eu des inondations quand même assez importantes. Il y a une centaine de morts, il y a plus de 50 disparus. C'est tout près de chez nous, quoi. Donc ça peut arriver nous aussi, voilà. Et ça fait l'objet de petits encarts dans la presse, de petits trucs d'information, parce que c'est tellement loin de nous, le Venezuela, ça a des milliers de kilomètres. C'est plus loin que la France, à en croire l'espace médiatique. Pour rappeler la distance, à vol d'oiseau, c'est 426 km. Vous vous rendez compte? C'est 1 heure d'avion.
Bon. Mais des dames que je connaissais allaient quand même acheter des chaussures au Venezuela il n'y a pas si longtemps que ça. Mieux encore, elles y arrivaient le matin et repartaient le soir. Oui, tout à fait. Et mieux encore, les coiffeuses vénézuéliennes ne les coiffaient Non, mais ne les vous coiffaient n'allez plus. pas raconter vos souvenirs. Ne les parce coiffaient que- plus. Laissez-moi, non, parce qu'on parle des dames. Ne les coiffaient plus parce que les coiffeuses les trouvaient prétentieuses. Laissez-moi vous parler d'un petit sujet très rapidement. C'est ce soir un hub éco de France Antilles qui aura lieu sur la transition durable en Martinique. C'est très intéressant. J'ai eu l'opportunité de regarder hier un long, ça s'appelle un webinaire, c'est ça, une sorte de conférence qui s'est faite à Paris sur la transition également économique par l'AFD. Et il y a une sorte de frémissement qui se fait où très certainement ces services officiels et publics, on leur a dit, écoutez, il faut faire bouger les lignes parce que ces pays vont passer sous la férule de Duvalier, on va rappeler du fascisme d'extrême droite, donc lâcher du mordant. Tu as raison, tu as raison. Juste un petit truc, peut-être. Par exemple, ça se traduit par la volonté de CMA-CGM, par exemple, de contribuer à des investissements massifs. Mais oui. 120 millions en Martinique dans le port et 250 millions à Pointe-à-Pitre. C'est une volonté politique très claire. Et puis dans l'immédiat, la baisse du coût du conteneur, enfin, on sent qu'ils se sont rendus compte qu'attention, c'est négligeable. Non, j'enlève ça, qu'il y a une crise, il y a une tension sociale. Disons autrement, nous faisons une émission de télévision. Alors, je vous donne le pitch de la thématique de ce hub économique de France-Antilles. France-Antilles, hein, France-Mantilles à l'époque, souvenez-vous. C'est que la Martinique doit devenir un territoire en transition durable. Il ne fait aucun doute que le développement durable constitue un défi majeur pour notre territoire. Cela implique des changements institutionnels, d'envergure et des investissements conséquents. Je suis tombé presque, j'étais allongé, donc je suis tombé nulle part. Ce matin que j'ai lu ça. Pour autant. Il a eu lieu. Oui, alors hier soir, c'était hier soir. Ah oui, donc, ouais, mais j'ai lu ça ce matin. Ouais, il a eu lieu pour autant, les organisations placent désormais le développement durable au cœur de leur stratégie et non plus à la périphérie. Et autour de la direction du groupe France-Antilles, France-Guyane, des intervenants qui ont compris qu'il ne s'agit plus de savoir si vient le temps de la transformation vers un modèle plus durable, mais plutôt d'agir pour l'amplification de ce processus. L'amplification de ce processus. Et de nombreux acteurs de la transition, alors les acteurs de notre transition qui font qu'à la longue, ils vont nous inoculer la nécessité de changer les choses, de changer les lignes jusqu'à l'autonomie, à la limite. C'est le monsieur Fichot, directeur EDF, et les acteurs de la transition pour une Martinique durable sont également le directeur de l'AFD. La conférence Les Outre-mer en transition, défis et vision d'avenir a été tenue hier par l'AFD, je vous ai dit, une longue conférence où, tranquillement, Georges Patient a dit au public, à des gens de même pas qu'à lui, de même composition administrative et sociale, je crois qu'il faut que nous envisagions très sérieusement l'autonomie, parce que de tout ce qui est dit, etc., après 5 ou 6 heures de débat, je m'y suis collé de 3 heures du matin jusqu'à midi, mais j'ai regardé tout, c'était très intéressant. J'ai oublié je t'ai laissé travailler tes sujets d'aujourd'hui, ma chère Daniel. Et là également, donc, vous aurez le directeur de l'ADEME, vous aurez, et puis ensuite, pour faire le décor, vous avez la responsable du pôle environnement transition énergétique de la CCI, vous avez un pitch d'acteurs, des gens, le fondateur, un garçon bien, donc je ne devrais pas dire ça, de Systeco. Oui. Vous avez eu, moi je dis vous aurez, la directrice générale de l'Office de l'eau, la déléguée, tout ça des gens brillants, ça c'est pour les Antillais. Et puis, alors pour le politique, pour ne pas avoir trop d'incidents, André Le Sieur, maire de la ville de Rivière-Salée. Prochain En fait, président de l'Espace Sud. Oui, naturellement. Alors, mais présenté comme maire par le pitch de France Antilles, qui est organisateur. Alors, j'ai été très content de voir que le gouvernement s'est fait un petit peu tirer la barbichette avec la taxation des super-profits dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances. Sa propre majorité, le MoDem, a lancé ça, donc ça c'est un frémissement. Très, très intéressant, toi qui aimes le fonctionnement politique. Une autre information, Floriane Bascou représentera la France à Miss Univers 2023. Vous savez pourquoi je vous dis ça?
la photo de Floriane Bascou, traitant de ça dans le magazine que j'ai vu. Cette fille est d'une beauté. Je peux dire ça? Ah oui, je Elle est d'une beauté, confirme. je sais pas, MeToo et tout, sexisme, on parle ça. Non, mais tu dis qu'elle est belle, c'est un constat, c'est un fait. Elle est d'une beauté extraordinaire, cette fille. Oui, il est dit. Est-ce que je peux rajouter une petite précision? Plusieurs Parce que précisions. tout le monde, sur ça, tout le monde dit c'est la première fois que la France sera représentée par une Martiniquaise. C'est la deuxième fois. La deuxième fois. C'est la deuxième fois. Alors, je vais vous donner le nom de la représentante. Pour la première fois. Alors, il y en a qui ont été, mais sans représenter la France. Alors, Oui. Elle s'appelait Ginette Cydalise Montez. Ah Une oui. femme magnifique. D'une beauté, oui. Voilà. Absolument. 1950, quelque chose comme ça, Oui, 55 ou une 55. sorte de mulâtresse aux yeux doux. Superbe. Qui ressemble d'ailleurs À beaucoup. l'époque, il n'était pas né. L'une de mes J'étais filles. pas né. Hein. l'une de Je mes rappelle filles que lui j'étais pas ressemble né. beaucoup. Je rappelle que Nous j'étais n'étions pas né. tous pas nés. J'adore. Alors, il y a un petit coq derrière tout ça. Alors, ça commence à m'intéresser, ces histoires de Miss, parce que, vous savez pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'elles sont toutes autant belles qu'intelligentes et diplômées. De plus en plus. On s'en fout du diplôme. Enfin, le diplôme, c'est quand même le symbole d'un effort. C'est pour ça que ça m'intéresse. Le cumul des deux. C'est plus des petites popotes, quoi, je dis. Le Carrefour Paris Pôle emploi pour vivre et travailler au pays. Ça, alors j'ai regardé ça, j'ai dit Carrefour pour l'emploi pour vivre au pays. Il y a 15 sociétés ultramarines qui sont montées à Paris pour proposer du travail, proposer de l'emploi. J'ai dit, oh, les Martiniquais sont au combat, c'est bien. Alors il y a GBH qui proposait 123 postes. Coûtez pourtant, hein. Il y a le groupe Aubéry, une quarantaine. Le groupe Anti-Glace d'Alain Despointes. Le groupe Citadelle de Cyril Comte. Le groupe Blandin. Et même la DRH du groupe Aubéry expliquait qu'elle est montée pour cibler prioritairement, mot difficile, des candidats antillais, et qu'avec un petit kit et avec un slogan, retrouver le goût du pays. J'ai essayé de voir est-ce qu'il y avait quelques amis à nous, très proches de nous. Vous voyez, je n'ose pas Sur dire le plan ça. dynamique. Je n'ose pas dire ça. Il dit, c'est pourquoi on va faire un petit collé tête, collé les épaules pour monter, pour dire, nous croyons que vous êtes deux emplois. Non, il propose ça sur le plan local déjà. C'est déjà pas mal. C'est bien. Le pape souhaite des rencontres égalité, ça c'est pour Christian, des rencontres égalité entre personnes migrantes et pays d'accueil. Alors naturellement, on connaît sa thématique, c'est donner, être généreux, fraternité, solidarité avec les migrants. Et puis en conclusion, penser hors des sentiers battus, là je lis, en utilisant l'art, Daniel, Christian, l'art, la musique, pour rapprocher des personnes émigrées et les peuples des pays d'accueil. Jingle actualité. Le premier sujet que je vais vous présenter va durer 1 minute. C'est vous dire que j'ai eu un moment avec Soft et François Ladrizo de Akio à l'Atrium, un moment extraordinaire. Mais quand même, avec un petit serment de cœur, en me disant qu'ils chantent la libération, ils chantent le pays écrasé, le pays souffrant, s'agissant de la Guadeloupe. Mais est-ce que ça correspond réellement à la réalité vécue? En tous les cas, sur le plan de la politique, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Je veux dire, le réseau, soft identique à lui-même, on l'avait eu au festival du Green Jazz à la Palouza. Ça fait 4 ans déjà, attends. Ouais. Ils sont extraordinaires. J'en ai fini. Le mois du créole, c'est à toi, mon ami. Ah. Le mois du créole. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que la promotion de la langue créole porte ses fruits. Oui. Enfin, j'ai un peu le sentiment. Oui. Cette mobilisation qu'il y a eu, déclenchée par Raphaël Confiant, par Jean Bernabé et beaucoup d'autres, aujourd'hui, il semble que cette langue s'est imposée, elle s'est enrichie, elle s'est structurée, me semble-t-il. Elle est enseignée. Elle est enseignée, elle est dans la vie courante, dans la vie sociale, dans la vie économique. Même des accroches publicitaires sont en créole. Des titres de journaux d'information sont en créole. Il y a effectivement, je veux souligner aussi, Guadeloupe Première fait une émission d'information en créole, un journal télévisé en créole, mais d'une bonne qualité. Je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est un créole qui est bien structuré. Et bien évidemment, dans toutes les situations de contestation, le créole est un rempart. Nous péquons molli, il y en a l'autre, etc. Voilà, c'est ça. Donc la langue créole occupe sa place dans notre quotidien, indépendamment de la domination de la langue française. Elle est donc devenue le symbole d'une identité, d'une histoire, d'une intégration.
Ainsi, des ministres ou des préfets n'hésitent pas aujourd'hui à capter un petit peu notre créole pour pouvoir s'exprimer aussi. Faire des citations. Voilà, absolument. La langue est utilisée à titre d'accroche, à titre de facteur d'unité d'adhésion. Des manifestations sportives comme le Tour des Yoles, bien évidemment, le créole. On voit la pratique, n'est-ce pas, de nos yoleurs. On voit aussi des émissions avec Michel Timon, et en même temps, j'ai envie de citer Mano, Lutobi. J'ai envie de citer Docteur Caraïbe et Avocat Caraïbe, ça on dit Gérard. Oui, à l'époque. Oui. Non, c'est très important parce qu'on a vu comment l'usage de la langue créole a porté à la connaissance de la population des éléments qui étaient obscurs, hein, comme le droit ou bien comme la médecine. Donc on voit bien que le développement du créole dans la société a été un élément très important. Alors je veux citer également Maurice Alcindor. Maurice Alcindor, qui a animé des émissions en langue créole. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 10 millions de personnes qui parlent créole. Alors, il y a des créoles, il y a réunionnais, il y a mahorais, il y a créole guyanais, créole haïtien, mais... Seychelles, oui. Voilà, donc il y en a beaucoup. Louisiane, nous. Absolument. Donc le créole, c'est une graphie qui est évolutive. Le créole, c'est un vocabulaire de plus en plus riche. Le créole, c'est aussi une analyse grammaticale. Il y a des compléments d'objets, il y a des compléments circonstanciels de lieux, en fait, tout ce qu'on a appris dans la grammaire. Il y a des proverbes, il y a des métaphores, il y a une poésie créole. On apprend de plus en plus à comprendre. Et puis, on peut noter aussi une progression significative dans la lecture du créole. Oui. Tenir en temps, moun patéka lit créole. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus, on s'habitue à lire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une graphie, il y a une structuration. Donc, le combat qu'ont mené Jean-Bernard et Raphaël Confiant aujourd'hui, à mon avis, c'est un combat qui est en mesure d'être gagné. Et puis, on voit comment aussi la collectivité s'investit. On a vu Mme Michèle Monroth, notamment la présidente de la commission culture, qui a exposé les orientations de la collectivité à travers des ateliers, à travers des diverses tables rondes, des expositions. Et puis, un petit élément intéressant, c'est que la collectivité propose à son personnel de s'immerger dans le monde du créole. Ouais. C'est très intéressant parce que... Expliquons que c'est 1%, il dit, contrôle mes chiffres, que c'est 1% de la population martiniquaise. C'est ça son argumentaire. C'est intéressant comme chiffre. Voilà, mais ça me paraît très intéressant. Et puis un mot quand même du festival du mois créole en France métropolitaine, puisque ça existe. Il y a, du 4 octobre au 27 novembre, donc c'est sur 2 mois, il y a 70 spectacles dans plus de 10 villes. De France. Alors, ces actions pour la langue créole ne sont peut-être pas partagées par tous, parce qu'il y a des gens qui considèrent jusqu'à maintenant que la langue créole, il n'y a pas de langue créole, etc., que tout ça, n'y voit pas d'intérêt. Ceci étant, ces personnes ne peuvent pas ignorer non plus que la langue s'installe et que la progression est bien réalisée. Alors, deux questions. Comment un usage optimisé de la langue créole peut-elle contribuer à cette société harmonieuse dont nous rêvons tous ? Parce qu'il nous faut, à mon avis, pouvoir vivre aujourd'hui une langue créole libérée des passions, libérée des oppositions, libérée des idéologies. Une langue créole salutaire, positive, en phase avec une philosophie de lendemain plus vertueux. Excellemment traité, et on va en faire un sujet. Oui, on peut applaudir. On va en faire un sujet. Il y a un message politique derrière de ça, non ? Un message humain. En tous les cas, on va franchir un bond dans les problématiques. C'est Serge qui va nous expliquer la raison principale de la victoire de Mme Meloni en Italie. Alors, c'est vrai qu'après les élections en Suède, il apparaît que l'Italie est passée à l'extrême droite. Dit-on. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Alors, revenons au 30 octobre 1922. Yes. 100 ans. Mais ce jour-là, le roi Victor Emmanuel III demande à Benito Mussolini de former le gouvernement, parce que Mussolini, c'est le chef du parti fasciste, et il devient, il y a eu une marche, bon, on ne va pas entrer là-dedans, qui s'appelle la marche sur Rome, et il devient donc Premier ministre, et alors que son mouvement n'avait que 35 députés sur 275. Mais il y avait une ambiance qui fait que le roi a dit, bon, mon cabas, monsieur, ça, et puis on n'en parle plus. Et Mussolini forme son gouvernement avec des députés du centre, avec des gens de la droite, avec des militaires et avec 3 fascistes. 3. C'est important parce que ça n'empêche pas Mussolini de prendre des lois qu'on appelle les lois fascistissimes. Je ne vais pas entrer dans les détails, je veux donner un élément de ces lois, interdiction des partis politiques.
Voilà. C'est très simple. On m'a dit, mais pourquoi il parle de Mussolini alors qu'on lui a dit de parler de Meloni et puis il parle d'une histoire vieille de 100 ans. C'est que la dame Giorgia Meloni revendique sa filiation idéologique avec Mussolini et se revendique de la lignée du Duce. Et puis, on m'a dit, mais peu importe qu'ils sont à l'extrême droite, si. Les situations économiques dans le monde, au cours de l'histoire, entraînent deux voies. L'extrême droite ou la gauche. Oh, l'extrême gauche. Jamais l'extrême gauche. Non, mais c'est la gauche, pas toujours l'extrême gauche. Alors, à extrême droite, on a l'Italie, on a l'Allemagne avec le très célèbre Adolf Hitler, on a l'Espagne, on a les dictatures d'Amérique du Sud dans les années 70-80, la Hongrie actuelle, l'Autriche, etc. Et puis, bon, de l'autre côté, il y a la France avec le Front populaire. En 1936, ce sont les conditions économiques qui ont donné le Front populaire, alors qu'en Allemagne, en Italie et en Espagne, ça a donné les fascistes. Donc, une situation économique difficile, les résultats ne sont pas les mêmes. Alors, revenons à Giorgia Meloni. C'est une admiratrice de Trump. Rien que pour ça, on peut arrêter l'émission. Bon, elle a toujours milité à l'extrême droite. Quoique, elle est d'origine ouvrière, elle vient d'un quartier de Rome. Ceux qui sont allés à Rome doivent connaître, c'est la gare Battella. C'est un quartier vraiment ouvrier, il y a des immeubles, peu importe. Elle avait un père communiste. Et d'un père communiste, ça mène à tout. Son programme, il n'est pas compliqué, il n'est pas anti-riche. Il n'est pas anti-riche, donc vous traduisez. Mais il surfe sur le social, populiste. Réduction d'impôts, augmentation des retraites, une adepte forcenée de la politique nataliste, faites des enfants, farouche opposition à la mise en place d'aides sociales, de prestations sociales pour ceux qui ne travaillent pas. Allez, simplifions, c'est Dieu, patrie, famille. Bon. Les spécialistes de la droite. Alors des annonces comme ça attire des voix. Vous dites, bon, nous quand il réduit les impôts, je vote pour toi, j'augmente, je vote pour toi. Bon. Donc elle a des voix, elle a beaucoup de voix, et à 45 ans, je n'ai pas dit qu'elle a 45 ans, elle est belle. Elle est blonde. Non, je ne dis pas ça. Elle a gagné grâce à un parti qui est un parti ultra conservateur et souverainiste, résolument anticommuniste. J'ai hésité à dire souverainiste, mais bon, parce que ça peut porter à confusion en Martinique. Oui. Mais elle est souverainiste. Et pourtant, il y a un an ou deux, il y a un journaliste, je ne sais plus lequel, américain, qui disait que c'était l'astre naissant de l'extrême droite italienne. Il y a un an. Et un an après, elle gagne. Alors, côté français, elle a des amis en France. Un nom, Éric Zemmour, bon, on passe à autre chose. Ça situe un petit peu exactement où elle est. Alors, elle dit, comment elle fait pour arriver au pouvoir? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de gens d'extrême droite en Italie, et notamment dans le Nord, avec la Ligue, ce qu'on appelle la Ligue de Matteo Salvini, qui est un leader d'extrême droite aussi. Mais il fait une erreur ou des erreurs. Premièrement, il participe aux coalitions gouvernementales. Et deuxièmement, il condamne le boycott de la Russie. Alors que Mme Meloni dit tout de suite bravo, défendons l'Ukraine. Bon. Et pour vraiment illustrer la dame, je vais vous donner, c'est ce qui m'a un petit peu le plus. Beaucoup de choses me choquent, mais voilà une proposition très emblématique. Mettre en place un blocus naval avec l'aide de l'armée pour interdire aux migrants d'accoster sur les côtes italiennes. C'est l'un de ses mots d'ordre. Oui. Allez, pour ceux que ça inquiète, parce que ça doit inquiéter, elle a énormément de difficultés à composer son gouvernement. Actuel, ouais. La Ligue de Matteo Salvini, c'est 9% des suffrages, et l'autre allié, le tout jeune de 86 ans, Silvio Berlusconi, a quand même 8% des voix. Et il y a un poste qui intéresse tout le monde, c'est le ministère de l'économie. Alors ça bug pour l'instant, enfin il y a 48 heures, ça buguait encore. Et officiellement, l'Europe sera inquiète. Alors, j'ai dit officiellement, l'Europe sera inquiète. Bon, allez, ne faisons pas dans la déprime. L'Italie n'est pas franchement condamnée. On a assisté cette semaine à l'Assemblée à l'investiture d'un député d'origine ivoirienne, Aboubakar Soumahoro, en tenue traditionnelle de la Côte d'Ivoire. La porte n'est pas fermée, même pour les Italiens. Bravo. Ce que nous voulons dans le cadre de cette émission, c'est qu'effectivement, quelque chose qu'on zapperait, même à l'audio, même des élections en Italie, bon,
c'est que les gens aient des éléments de référence pour comprendre l'évolution. Et là, ta chute est extraordinaire parce qu'elle montre que ça peut tout. Les choses ne sont pas aussi simples. C'était un pays fascisant. Parce qu'il a été élu, le monsieur, carrément. Il est africain. L'euthanasie désigne un acte médical visant à donner. Oui, alors avant de dire tout ça, il fallait faire un jingle société, effectivement. Alors, comme je vous le disais, l'euthanasie désigne un acte médical visant à donner la mort à un patient condamné en souffrance physique et psychique que rien ne peut plus soulager. On distingue deux types d'euthanasie, toutes deux interdites au féminin, parce que c'est une euthanasie interdite en France, l'active et la passive. À vous la parole, mon cher maître. Oui. Alors, je pense peut-être qu'on pourrait élargir le débat autour de la fin de vie, parce que à l'heure actuelle, sur la question de la fin de vie, on a une loi qui a été prise en 2016 et qui autorise, alors je lis pour ne pas me tromper, qui autorise une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les malades en très grande souffrance dont le pronostic vital est engagé à court terme. Et il a été dit... Explique sédation. Oui. Alors, la sédation, ça veut dire qu'on arrête les traitements, qu'on arrête de nourrir, qu'on arrête d'hydrater, mais qu'on donne simplement des substances pour ne pas souffrir. Et ça, c'est réservé aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Et à court terme, ça se traduit par quelques heures ou quelques jours. Donc, on peut se demander, enfin, ça paraît du bon sens, c'est du fait d'assistance de ce que la médecine doit à quelqu'un qui est malade, de ne pas laisser la personne dont on est sûr qu'elle va mourir à court terme, de faire en sorte d'alléger ses souffrances. Donc, il y a eu besoin d'une loi pour ça, on peut s'en étonner. Mais pourquoi le débat est relancé? C'est parce que le président de la République, le 13 septembre, a dit qu'il institue une convention citoyenne pour que toutes les questions liées à la fin de vie soient examinées pour qu'un rapport soit rendu en mars et pour aboutir éventuellement à un changement de législation. Parce qu'il n'y a pas que l'euthanasie passive ou active, c'est-à-dire de ne pas de donner à quelqu'un une substance pour l'aider à mourir ou bien d'arrêter les traitements. Il y a aussi ce qu'on appelle le suicide assisté, c'est-à-dire de permettre à des personnes qui ont une maladie incurable mais qui ne sont pas forcément en très grande souffrance, dont le pronostic vital n'est peut-être pas à court terme, mais dont la maladie inéluctablement va conduire à une dégénérescence, à une perte d'autonomie. Et avant ça, ils veulent partir. Ils veulent partir. Et cette question-là, il faut qu'elle soit mise sur le débat. Et sur cette question, le Conseil consultatif national d'éthique en France a rendu un avis disant que cette question devait être débattue. Je précise qu'en Europe, il y a un certain nombre de pays qui permettent à la fois l'euthanasie et le suicide assisté. C'est le cas des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse. Et s'agissant de la Suisse, la mort du cinéaste Jean-Luc Godard récemment, qui a lui profité de cette assistance au suicide assisté, a été donc rendu public. Je précise que dans les pays latinos, il y a peu de pays, c'est la Colombie seulement qui l'autorise, oui, la Colombie, oui, et qu'il y a une discussion qui est assez avancée au Mexique. Mais il me semble qu'il faut dépassionner le débat pour ne pas le faire intégrer trop de notions religieuses ou morales, même si chacun doit avoir son opinion qui est très respectable. Mais dans un débat qui concerne la nation, où il y a, dans les sondages, il y a beaucoup de Français qui sont partisans, il y a une grande part des Français qui sont partisans à ce qui soit légiféré sur la fin de vie, je crois qu'il est sans porter de jugement de valeur qu'on peut se poser ces questions qui sont des questions de société importantes. Et d'autant que sur la question du suicide assisté, on sait très bien que les personnes qui ont les moyens financiers de se payer avions, trains et voitures vont en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse,
police pour avoir un suicide assisté. Et il y a des personnes connues. La mère du Premier ministre Lionel Jospin, elle a eu un suicide assisté. Et il y a eu un livre, sa fille a écrit un livre là-dessus. Donc par conséquent, c'est des débats qui sont des débats réels et qui méritent qu'on s'y attende parce que je crois qu'il faut se garder de tout jugement. Et donc la Convention citoyenne, pour y revenir, qui va donc travailler dessus, je crois que ce serait bien que le maximum de personnes y participent. Ouais. Monsieur Marajo. Moi, chaque fois qu'on aborde ces questions-là, je suis sidéré par le décalage qui existe entre deux mondes. Le monde des riches et le reste de l'humanité. C'est profondément une question de nantis, ça. Parce qu'en Indonésie ou dans le sud de l'Inde, les types, ils ne se posent pas trop cette question. Même s'il y a des citoyens indiens ou indonésiens qui ont ce questionnement. Mais il faut vraiment qu'on ait ça en tête, c'est-à-dire qu'on n'oublie jamais qu'on est sur une planète et que nos problèmes peuvent être considérés, non pas par nous, mais par les autres comme futiles. Je pense qu'il faut le rappeler. Oui, mais c'est un débat qui est typiquement européen, donc c'est bien situé, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais nous sommes européens, c'est évident. Et pendant que tu prends la parole comme ça impunément pour nous parle-nous des Jeux asiatiques d'hiver 2029 prévus en Arabie Saoudite. C'est pas mal, ça. Alors, après la Coupe du Monde. Ben voilà, c'est fantastique. Vous avez un pays asiatique, donc. Oui. Parce qu'il faut autant nous sommes européens. Eux, ils sont asiatiques. Bon, jusqu'au jour où ils vont demander leur adhésion à l'Union européenne, parce que ça peut arriver. Tu poses 150 milliards d'euros sur la table et tu es blanc. Tu deviens blanc. Toujours les questions d'argent, n'est-ce pas? Mais oui, c'est ce que je voulais. Pour l'instant, parlons de la neige qui, elle est blanche aussi. Bon, alors, l'Arabie Saoudite a obtenu l'organisation des Jeux d'hiver. Oui. D'un comité qui est très sensible aux donations financières, on va dire ça comme ça. En clair, pour les gens qui nous écoutent, l'Arabie Saoudite a acheté la possibilité d'organiser des Jeux d'hiver. Alors, pour les gens qui ont appris à l'école ou qui se sont formés tout seuls, parce qu'aujourd'hui c'est possible, l'Arabie Saoudite, dans l'imaginaire, c'est quand même un désert où il fait en moyenne la journée entre 50 et 60 degrés, et la nuit, ça tombe à parfois moins 2, moins 3 degrés. Tu peux geler, tu peux mourir bêtement dans un désert de froid. Personne ne va te croire, mais tu peux mourir. Et ces gens-là ont une petite zone montagneuse dans le nord-ouest qui s'appelle Trojena, où il neige 2 jours par an, où la température est souvent en hiver aux alentours de 0 degré. Donc il gèle, mais il neige pas trop, parce que neiger, c'est de la pluie. Et pour avoir de la pluie dans ces zones-là, il faut de l'évaporation. Comme pas de l'eau, bon, il n'y a pas de pluie. Bon, mais c'est pas grave. Ils vont organiser les Jeux d'hiver. Alors c'est des vrais Jeux d'hiver. Hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est des Jeux d'été en hiver, pas du tout. Il y a du ski, il y a de la luge, il y a du bobsleigh. Vous savez, les Jamaïcains l'ont rendu célèbre. Les Jamaïcains l'ont rendu célèbre à l'époque. Et c'est une petite zone, hein, c'est sur 60 km², c'est-à-dire la superficie du Lamentin. Oui, donc c'est pas les Alpes. Mais ils partent de rien, là. C'est vide pour l'instant. Ils vont faire un complexe. Voilà, ils vont faire un complexe. Ils vont mettre sur la table 500 milliards de dollars. Alors pour eux, c'est une plaisanterie. 500 milliards, c'est une plaisanterie, puisqu'ils ont une compagnie pétrolière, Aramco, qui vaut en bourse, je crois, 4000 milliards de dollars. Donc, bon, voilà. Ça, c'est juste la valorisation boursière, c'est pas le chiffre d'affaires. Je préfère ne pas vous le donner parce que il y a trop de zéros. Alors, l'altitude, alors vous allez rigoler parce que nous aussi, on pourrait, hein. Nous aussi, on pourrait organiser des Jeux d'hiver. On y pense au moment. L'altitude moyenne, c'est 1500 mètres. La montagne Pelée fait 1300 mètres. Donc, on met des canaux à neige et puis nous café bagaille nous. Et puis les plus hautes montagnes, c'est 2600 mètres, ce qui fait une altitude plutôt moyenne, quoi.
Puisque, bon, des jeux d'hiver, d'habitude, c'est donné à des villes où il y a quand même des sommets à 3000 ou 4000 mètres. Donc là, ce serait logique. Il y en a beaucoup en Asie, hein, notamment en Corée, en Chine, etc. Ou au Japon. Voilà, ben là, non. MBS, donc le boss, Mohamed Ben Salman, que vous connaissez, c'est lui qui a fait découper, c'est lui qui a découpé un journaliste américain, oui. mais d'origine saoudite. Qui n'a pas empêché à Biden de lui rendre visite. De lui rendre visite, mais pas que Biden. Le président de la République française. Rappelez-vous ça. Oui. Donc voilà, on est sur quelque chose de totalement incongru, mais qui préfigure ce que sera le monde de demain. Ouais. Okay, c'est ça qui est intéressant. Ça et donc, la loi naturelle va céder la place à la loi de l'argent. Alors il y a des gens qui disent mais non, arrête tes conneries, ça fait longtemps. Non, ça fait pas si longtemps que ça. Je vous rappelle que, mais j'aime souvent dire ça, les gens qui réfléchissent souvent appartiennent à des partis politiques. On est bien d'accord. Et on a eu l'exemple d'un type qui a carrément éliminé les partis politiques en Italie dans les années 30. Mais ça date du début du XXe siècle, les partis politiques. OK ? Et alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est la réflexion sur ce type de valeurs qu'on balaye de revers de main, en fait, de revers de main d'une signature de chèque ou d'un virement, est très jeune. Et en réalité, ce basculement démocratique que nous avons vécu et qui a donné tant de richesses, donc à partir, on va dire, fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle, eh bien là, on va retourner dans ce que nous avons connu entre la dernière glaciation et les guerres puniques jusqu'en 1789. Donc l'ère obscure revient. Mais peut-être qu'il faut préciser, pour que les gens comprennent, c'est que la décision d'attribuer des jeux à tel pays, c'est pas une décision démocratique, hein, c'est une décision qui appartient à des fédérations et que donc effectivement on constate que ces fédérations sont achetables. Elles sont toutes basées en Suisse, précisons-le. Donc, pour des raisons fiscales. Voilà, donc ce mécanisme de décision pour dire que c'est tel pays, c'est très fermé et c'est entre les mains de personnes qui sont des fédérations et donc très sensibles aux finances. Un bémol, c'est que ce sont quand même des pays démocratiques, évolués, dont les sportifs vont participer. Ah, bien sûr. Participer, oui, mais ils n'ont pas le pouvoir décisionnel. Non, mais qui devraient pouvoir avoir au moins un pouvoir d'influence. Mais ceux qui ont le plus de pouvoir, me semble-t-il, c'est les usagers. Parce que l'argent fonctionne sur le fait qu'on achète des maillots de football, qu'on va dans des stades, qu'on achète tous les produits dérivés. Et si on arrive à créer un mouvement de fond pour dire on ne fait pas, eh bien non, mais peut-être que ça va faire un petit peu pression. Peut-être. Allons quand même, allons pas trop les culpabiliser, on va dire les acheteurs, les consommateurs. Moi, je pense qu'il y a un élément qui me rassure, c'est que de toute façon, ça ne sert à rien. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, il y aurait eu quelque chose de fondamental là. On aurait pu s'interroger. Mais très, très sincèrement, la Coupe du Monde au Qatar, lorsqu'on sera chez nous en janvier et puis on va commencer à manger nos petits gâteaux, nos petits... Devant l'écran. Et puis la couronne, tu sais, les rois, en janvier. On aura déjà oublié la Coupe du Monde. Oui. OK, et puis les jeux d'hiver, tu imagines bien que... Mais oui, c'est encore plus loin de nous. Puisque tu avais presque la parole, parle-nous du rapport annuel 2021 de la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est la Cour suprême, celle qui va expliquer ça. Hein. Oui, alors effectivement, dans le rapport à la justice, les gens, c'est les tribunaux, quelquefois, cour d'appel, ils savent ce que c'est. Donc très rapidement, il y a 2 degrés, il y a une première instance, il y a les cours d'appel, et puis il y a la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation, c'est pas le 3e degré. La Cour de cassation est là pour vérifier si le droit français a été respecté. Elle est là, c'est sa devise,
pour avoir une application uniformisée du droit. Donc, elle donne en quelque sorte la ligne de conduite. Alors, chaque année, la Cour de cassation donne un rapport. C'est un peu l'état de la justice, parce qu'on s'imagine peu comment c'est complexe quand même le fonctionnement. La Cour de cassation, c'est des chambres civiles. Il y en a 3. C'est une chambre, la chambre civile, c'est pour les questions de propriété, de responsabilité, de construction. Il y a la chambre économique et commerciale, c'est les litiges, c'est les baux commerciaux, c'est les questions de faillite, les questions de droit du travail, donc il y a la chambre sociale, et puis il y a le pénal, tout ce qui concerne les délits et les crimes. Donc il y a tout ça, l'activité de la Cour de cassation. Grosso modo, enfin actuellement en stock, la Cour de cassation a 17 000 à peu près de dossiers. Et ce qui est extraordinaire... Pour les 30 prochaines années. Non, mais ce qui est extraordinaire quand on regarde les chiffres... ça va assez vite. C'est à 16 mois. C'est à 16 mois, c'est pas... Bon, mais oui, mais... Non, mais ce qui est inquiétant quand même, c'est que quand on regarde les stocks de dossiers en 2012 et en 2021, et quand on regarde le nombre d'affaires nouvelles, il y a beaucoup moins d'affaires nouvelles en 2021, mais le stock est à peu près le même. Alors on se pose des questions. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant pour les juristes parce que ça leur donne en quelque sorte, notamment les avocats, quand ils doivent conseiller leurs clients, pour leur dire, écoutez, le devoir de conseil, voilà la tendance de la Cour de cassation. Mais cependant, on peut quand même peut-être tenter telle chose sur tels arguments. Alors, il y a des préconisations qui sont données par la Cour de cassation, et puis il y a un suivi des préconisations. Alors cette année, je donne juste un exemple. Je donne juste un exemple en matière on a parlé de prescription déjà, en matière d'assurance. La prescription était de 2 ans. Quand on soit assuré ou l'assureur, tout ce qu'on doit contester ou réclamer, c'est 2 ans. Or, le droit commun, c'est-à-dire la règle, c'est 5 ans. Et bien donc, la Cour de cassation avait suggéré, et c'est finalement adopté, que ce soit 5 ans. Donc, ça fait une harmonisation. Donc, simplement, c'est important pour les politiques, le président de la République, le ministère de la Justice, et puis pour les professionnels, d'être au courant quand même de ce que décide la Cour de cassation. On va donner l'opportunité à Heidi de mordre encore des gens ou des institutions ou des instances. Donc, on lui demande de traiter le sujet le suivant. La France est championne de l'élevage d'exportation bas de gamme, ce qui allait être les ONG. Il faut quand même considérer que nous sommes considérés comme, ici, je peux anticiper, comme territoire d'exportation. Oui. Je te laisse développer. Oui, mais bon, ça c'est la traduction très pratique de la domination. Au sens large, en clair, c'est ceux qui produisent la nourriture, qui imposent à ceux qui ont faim, je caricature, à la fois les prix et la qualité. Si on peut globalement avoir des prix de poulet extrêmement élevés, et un poulet, ça me rappelle une affaire, et un poulet de basse qualité, on fera donc des marges très importantes. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui découvrent comme moi le dossier, merci Gérard. Avec plaisir. Mais bon, j'avais une petite culture sur les déchets, voilà, mais c'est le même principe, des Occidentaux que les Occidentaux vendent. Ils les vendent, ils ne les donnent pas, contrairement à ce qu'on peut penser. Vendent à des pays africains, et vous avez pu voir, alors si vous ne l'avez pas vu, allez voir un reportage sur France 24 sur les déchets textiles au Ghana. Okay, c'est fabuleux. Et ça traduit ce déséquilibre dont je parlais entre le monde occidental. Alors pour revenir à l'exportation, la France inonde un certain nombre de pays, et essentiellement des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique, de volailles bas de gamme, des poulets qui n'ont même pas eu le temps de grandir, puisque au bout de 16 mois, on les découpe, on leur donne à manger, Gérard, tu ne vas pas retrouver ça dans ton texte, donc on leur donne à manger des choses absolument abominables. Donc ce sont des poulets, une partie de ces poulets sont nourris avec des déchets. Donc je préfère vous éviter les détails. Donc ça, j'ai creusé, j'ai été chercher. Et en réalité, se met en place un système d'exportation qui touche quand même près de 40%
des volumes de la production. Donc, ce qui était considéré comme une voie, on va dire, de dégagement, je crois que le terme est employé, de dégagement de la surproduction, est devenu un élément essentiel de la rentabilité globale de l'élevage, et surtout des volailles. Mais je voudrais insister sur le fait que il ne faut pas seulement juger les éleveurs français. Bon, c'est une donnée de base en Europe, hein, c'est européen, mais il faut surtout culpabiliser, à mon avis, les importateurs du Moyen-Orient et de l'Afrique. C'est un peu comme l'esclavage, en fait. Il faut dire que comme dirait. Non, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il y a une part de vérité. Je dis qu'il parle. Non, attendez, je vous explique. S'il n'y avait pas d'importateurs africains et algériens, il n'y aurait pas d'exportateurs. Oui. Parce que la démarche qui consiste à aller chercher des produits, elle ne vient pas. C'est pas les exportateurs. Là, j'ai creusé. C'est pas les exportateurs qui ont été voir des mecs en leur disant bon, j'ai des poulets de merde, vous les voulez? Non, c'est des importateurs qui ont dit messieurs, est-ce que vous êtes capable de nous donner des poulets de ce prix à ce prix-là? Oui, parce que la population n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens, ok. Et alors une petite info que j'ai découverte également, la partie du poulet qui contient le plus de pesticides, de gras, de calories au total et évidemment de choses abominables, c'est, contrairement à ce qu'on en pense, c'est pas le gras, le blanc, etc., ni la cuisse, c'est l'aile. Et ce que les populations affectionnent le plus, c'est les wings. Et c'est là qui nie le plus cochonnerie. Donc voilà, merci de m'avoir fait découvrir. Non, mais c'est paradoxal quand même au pays des droits de l'homme. Quel pays? Mais la France dit le pays des droits de l'homme. Tous les journalistes disent c'est le pays des droits de l'homme. Ouais. Non, mais là, on est en matière économique. Ouais, mais enfin, non, mais non, on n'est pas d'accord. Pas mélanger les choses que je dis. Ça ne pas si naïf. Il fait semblant. C'est bien. Juste pour signaler, On fait l'émission, c'est vrai. quand j'étais étudiant en Guadeloupe, un jour dans un supermarché, nous avions avec mes amis découvert des sachets de morue. Et c'était écrit en bleu spécialement pour nos amis d'outre-mer. Et à partir de ce jour-là, j'ai beaucoup moins mangé de morue. Bon, écoutez, messieurs, vous êtes si intéressants et je ne fais plus de gestion du temps qu'on va faire sauter deux sujets qu'on va traiter un de ces jours, si ça reste d'actualité. On va passer directement à la musique. alors, chers amis, vous connaissez bien évidemment l'importance de l'histoire dans la compréhension des sociétés et l'importance de l'art. Il se trouve que notre ami Gérard m'a sensibilisé sur quelqu'un que je ne connaissais pas. Un monsieur qui s'appelle Paul Delvie. Paul Delvie, qui est né à la fin du 19e siècle et qui est parti en France, qui a été un peu réquisitionné, puisque dans le temps, on réquisitionnait des jeunes pour aller à la guerre. C'est un Martiniquais. Un Martiniquais. Paul Delvie. Ouais. Alors, Paul Delvie fait partie de ces gens qui sont partis à la guerre. Ouais. Et puis il y en a qui sont décédés, bien sûr, à la mer, et puis il y en a qui sont revenus au pays, mais il y en a qui sont restés en France, dans divers métiers, et particulièrement dans le domaine des arts. Parce que c'était l'époque de la revue Nègre, c'était l'époque du bal Blomet, et il se trouve que M. Paul Delvie, qui était guitariste et chanteur, s'est fait une réputation extraordinaire, et ça se passe au début du XXe siècle en France métropolitaine. Ouais. Alors je me permets d'insister parce que avec Gérard, dans notre association, nous avions proposé qu'on fasse la maison de la Biguine. Personne ne nous entend. Oui. Vous savez que pas encore. Pas encore. Vous savez qu'en Guadeloupe, on a eu l'occasion de travailler avec Basse-Terre, puisqu'ils ont une médiathèque à Basse-Terre où ils ont une documentation extraordinaire sur l'histoire de la musique en Guadeloupe. Non, j'insiste parce que nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas de mémoire dispositif de mémoire musicale. Or, c'est très très important. Ça va venir. Non, mais je me permets de dire ça. Bon. Quand les documents seront tous bouffés par les vers. Ouais. Si vous voulez bien, on va déjà écouter un titre qui s'appelle Belle Belle, qui a été
qui figure sur un album. Vous allez voir d'ailleurs la maquette de l'album, c'est très intéressant. Matnik, c'est un pays belle belle, qui aime la France belle belle. Matnik, c'est un pays belle belle, qui aime Virgin belle belle, et comme tous ses enfants belle belle. C'est fini la guerre belle belle, et par la même occasion belle belle. Yo mène Virgin en France. Matnik, c'est un pays belle belle, qui aime la France belle belle. Matnik, c'est un pays belle belle, qui aime Virgin belle belle, et comme tous ses enfants belle belle. C'est fini la guerre belle belle, et par la même occasion belle belle. Yo mène Virgin en France. Alors, quelques petites remarques, puisque j'ai été dans le métier, vous avez vu la maquette du support. Hein. Déjà, le titre, c'est Rumba Begin. C'est une Rumba Begin. Rumba Begin. D'accord? Voilà, donc on voit déjà le mélange. On s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas de batterie. C'est le banjo qui fait le rythme. Ouais. Vous voyez? Et puis on voit aussi que c'est écrit, ce disque est autorisé pour les diffusions radiophoniques, etc. Donc voilà. Donc c'était, voilà. Et ça a été enregistré en 1931 par ce monsieur Paul Delvy. Ouais. Alors Paul Delvy, il a joué avec pas mal de gens, comme Robert Charlery, qui est un Martiniquais aussi. Ils ont joué au bal Blomé, et Maurice Bagdaguio à la batterie, à la clarinette également. Vous voyez, et tout ça, ça précède l'arrivée de ceux dont on a parlé antérieurement, c'est-à-dire Alexandre Stelio, qui sont arrivés en 1920. Il a ouvert le chemin. Absolument. Donc on va écouter un deuxième titre, c'est Edamiso, alors avec deux écritures, parce que vous savez que Edamiso, c'est Edamise O, et parfois on retrouve Edamiso en un mot. Non, mais j'aurais bien aimé que le téléspectateur entende des propos comme... Alors, Eddie disait c'est du jazz. Ouais. Hein? Tu sens Moi, je pense que c'est pas les Martiniquais qui se sont inspirés du jazz, c'est plutôt les habitants du sud des États-Unis en lien avec la Louisiane française qui se sont inspirés de ce que nous faisions, parce qu'il y a eu une immigration extrêmement forte, vous le savez. Il y a d'abord une immigration pendant la Révolution haïtienne vers des esclaves et des maîtres blancs vers la Louisiane, et puis nous-mêmes, antillais, vers la Louisiane. Et moi, je suis persuadé que le jazz est né d'une inspiration martiniquaise. C'est pas si cinglé que ça. J'adore ce que tu dis, parce que c'est ce qu'on a essayé quand on a fait Begin Jazz de montrer. Hein, même s'il y a des gens qui disent oui, c'est de l'élite et tout, en réalité, c'est pas vrai. L'histoire de Saint-Pierre, c'est déjà ce mélange, c'est une histoire de mélange. Et l'histoire aussi de la guerre 14-18, où les Antillais ont rencontré les Américains en France, ça a été ça aussi. Je crois que vous avez noté que les harmonisations, il y a un soufflant qui fait la mélodie, mais derrière, il y a toute une orchestration. Et puis, il y a des envolées, il y a une clarinette qui on va peut-être voir ça dans le prochain morceau. On va écouter un dernier morceau. Excuse-moi, ce Paul Delvy, il n'a pas joué Bamantibo? Oui, il a joué Bamantibo aussi. Malheureusement, on nous dit qu'on n'aura pas le temps de l'écouter. Moi, je voulais quand même vous citer quelque chose, parce que Haute Bagoré, c'est un homme qui a fait aussi un bouquin extraordinaire qui s'appelle Un siècle de musiciens et de musique traditionnelle. C'est un Martiniquais. Et c'est grâce à lui qu'on a trouvé beaucoup de documentation. Tout à l'heure, comme je parlais encore une fois des mémoires, on a tout ce travail à faire. Je ne peux qu'espérer qu'un jour, il y aura une volonté politique de mettre en place un dispositif
de la sorte. Alors, si la technique est généreuse et qu'elle est indulgente et que sur la fin, nous passe la dernière vidéo qui avait été prévue, c'est pas une vidéo, c'est de la musique, quoi. En fait, c'est Maman Thibault et c'est intéressant aussi à écouter. Elle va nous la passer. Dans tous les cas, je suis contraint, étant maître de l'horloge, je suis également esclave de l'horloge. Malheureusement, c'est ça, servitude, grandeur et servitude. Je suis obligé de vous de nous dire au revoir et la semaine prochaine. De remercier tout le monde, de dire dans 15 jours, ferme, à l'heure précise. Et puis je salue nos téléspectateurs et je leur dis que vraiment je suis tellement heureux que de faire ce travail, de fouiller dans le passé, d'être dans le futur et d'être en tous les cas pas leur chevet, c'est un vilain mot, mais avec eux pour amplifier, augmenter et faire accroître leur connaissance des choses de la vie et du monde. À la semaine prochaine. La pluie pas qu'à tomber, c'est deux yeux moi t'es qu'à servir en arrosoir pour arroser la rue quand doudou moi t'es qu'à passer pour la poussière pas tomber en yeux. Des trois jours la pluie pas qu'à tomber, c'est deux yeux moi t'es qu'à servir en arrosoir pour arroser la rue quand de moins t'es qu'à passer pour la poussière va tomber en yeux. Pas moyen typo doudou, y'en typo doudou, y'en typo. Pas moyen typo pour soulager cher en moi. Pas moyen typo doudou, y'en typo doudou, y'en typo. Doudou, pas moyen typo pour soulager cher en moi.